La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bonjour et bienvenue au premier atelier du Sommet de l'inclusion économique organisé par la Fondation Mosaïque au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance en ce lundi 29 novembre 2021. Ce premier atelier a pour intitulé « Communication et inclusion économique, quels discours, quelles actions pour mettre en avant votre engagement en interne et en externe ?» Pour débattre de ce sujet, exposer les stratégies de communication mises en œuvre pour favoriser l'inclusion économique et nous faire part de leur retour d'expérience, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Lui, directrice générale expérience client, marketing et communication au sein du groupe Securitas, et Mathieu Gagnard, directeur des ressources humaines Europe, Moyen-Orient, Afrique de Kiriba. Merci au public d'assister à cet atelier. Nous avons aussi du public en ligne. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à tweeter sur le hashtag Sommet Inclusion Économique ou bien le hashtag SIE 2021. Pour rappel, l'inclusion économique a un triple enjeu, économique, social, sociétal. Un enjeu économique, on estime que les entreprises enregistrent plus de 35% de performances financières dès lors que la diversité devient une réalité en leur sein. D'autant plus quand la diversité est incluse dans les équipes dirigeantes. Pourquoi ? Parce qu'elles attirent de nouveaux clients, parce qu'elles séduisent les consommateurs, elles attirent aussi des nouveaux talents plutôt, et puis parce qu'elles innovent davantage du fait d'équipes plus inclusives. Deuxième enjeu, l'enjeu social. Pourquoi ? Parce que l'inclusion économique réduit les inégalités sociales et elle permet aussi de limiter les dépenses liées, par exemple, au financement du chômage des minima sociaux. Troisième enjeu, l'enjeu sociétal. Pourquoi ? Parce que l'inclusion économique, si elle est vraiment réalisée, permet à chacune et à chacun d'être reconnu et de participer à la société d'aujourd'hui et demain, quelle que soit son origine, quel que soit son genre, son orientation sexuelle, son âge ou bien son lieu d'habitation. Pour enclencher, favoriser et améliorer l'inclusion économique, les entreprises ont bien évidemment un rôle de premier plan à jouer. Selon une enquête Harris Interactive menée en juin 2021, les attentes des Français exprimées envers les entreprises en matière de diversité sont absolument très claires. Selon les 3/4 des Français, les entreprises doivent en priorité développer la parité femmes-hommes, augmenter la diversité en matière de handicap et mixer davantage les générations en recrutant des personnes de tous âges. Les enjeux de diversité qui sont liés au lieu de résidence, au pays d'origine, à l'orientation sexuelle ou bien à la religion viennent en second plan dans l'ordre de priorité des Français. Cependant, il est à noter que les jeunes sont, eux, bien plus sensibles à ces enjeux. Pourquoi ? Lieu de résidence, pays d'origine, orientation sexuelle et appartenance religieuse, réelle ou supposée d'ailleurs, peuvent constituer pour eux des facteurs de discrimination lors de leur recherche d'emploi. À noter encore trois grands bénéfices qui peuvent être tirés dès lors que les entreprises mènent une politique en faveur de la diversité. 1. Cela donne une meilleure image de l'entreprise, c'est l'avis de 84% des Français, et c'est encore plus vrai pour les moins de 35 ans, qui sont 90% à considérer qu'une politique diversité donne une meilleure image de l'entreprise. Deuxième grand bénéfice quand l'entreprise mène une véritable politique diversité, cela incite les personnes à candidater pour travailler au sein de l'entreprise. C'est vrai pour 80% des Français. Et troisième grand bénéfice, cela incite à acheter les produits ou les services proposés par l'entreprise, et c'est encore plus vrai pour les moins de 35 ans. Donc on voit bien qu'à propos de la diversité et de l'inclusion économique, communication institutionnelle, communication marque employeur et communication commerciale se croisent. Alors, première question pour lancer le débat. Corinne Lui, vous êtes directrice générale expérience client, marketing et communication au sein du groupe Securitas. Quels sont pour vous les enjeux de l'inclusion économique pour Securitas ? Alors bonjour à tous, merci de votre invitation et on est dans le groupe Securitas, partenaire du premier sommet de l'inclusion économique et nous en sommes très très fiers parce que ça rejoint les valeurs de l'entreprise et comme vous le disiez, ça rejoint à la fois les talents mais aussi les clients.
Et chez Securitas, nos métiers sont tournés vers le service, puisque nous sommes un prestataire de services en sécurité privée. Et nous avons pour cela des collaborateurs qui produisent le service chez nos clients. Et le groupe Securitas, ce sont 355 000 salariés dans le monde, dans 47 pays, dont 15 000 en France. Et sur les 15 000 en France, nous en avons plus de 92% qui sont sur le terrain chez nos clients. Et nos clients, qui sont-ils? Ce sont des entreprises de tous les secteurs d'activité de ce pays. Et en fait, cela signifie qu'à la fin, nous sommes déjà dans une inclusion économique, puisque nous adressons nos services à tous les secteurs et que nos collaborateurs sont issus de tout le territoire et de toutes les origines. Donc ce sommet pour nous, c'était une évidence d'y participer, puisqu'en fait, on se retrouve dans ce que prône Saïd Hamouche, le président de Mosaïque, qui est de dire « incluons le plus grand nombre au bénéfice de chacun ». Et c'est une réalité de terrain chez nous. Alors on n'est pas parfait et on continue de travailler nos sujets, mais il y a déjà une réalité de terrain qui est de dire partout en France, nous avons 150 agences, donc nous avons des salariés de tout le territoire et l'origine de nos salariés fait la force de l'entreprise. Merci Corinne. Mathieu Gagnard, vous êtes DRH EMEA de Kiriba. Kiriba est une entreprise américaine, une licorne, vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est, qui a dépassé le milliard de dollars de valorisation d'ailleurs. Alors pour vous, que signifie l'inclusion économique au sein de Kiriba? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc évidemment, moi je représente Kiriba, donc on est très différent de Securitas puisqu'on est sur un métier très différent. On est une boîte qui s'appelle donc une fintech, donc c'est-à-dire qu'on travaille dans le logiciel pour les trésoriers en mode SaaS. On est une société qui est franco-américaine. On est ce qui s'appelle une scale-up, c'est-à-dire qu'on est une société qui a suffisamment été développée pour atteindre à peu près 1000 salariés. Donc vous voyez la différence qu'on a, dont 250 en France. Et on a à peu près 2000 clients qui travaillent avec nous. Cette société est bien entendu une société qui est dans l'hypercroissance, dans un milieu, dans un métier de recherche sur tout ce qui est la technologie, qui sont des métiers très difficiles à trouver. Et donc, on est, nous, sur une recherche de candidats et donc de futurs employés qui vont nous rejoindre. Et donc, c'est pour ça que la diversité est pour nous quelque chose d'hyper important, puisque notre profil étant un profil de société qui va être recherché, qui va être très dans l'exécution, dans le faire, dans le très international, et surtout dans des profils qui vont être très, on va dire, entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça que, comme naturellement, on ne peut pas chercher des gens qui viennent d'un moule, la diversité représente complètement ce que Kiriba est composé et cherche de façon régulière dans tous nos campagnes de recrutement. Nous avons réalisé en Europe 200 recrutements cette année, on en recherche encore 90 et on est toujours dans ces recherches de profils pour pouvoir justement continuer à faire notre croissance. Merci Mathieu. Justement, dans l'enquête Harris Interactive, les Français estiment qu'en priorité, les entreprises doivent développer la parité femmes-hommes. Dans le milieu de la fintech, c'est un vrai enjeu. Et vous avez mis pas mal d'actions en ce domaine. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, déjà en France, vous savez qu'il y a l'index parité homme-femme qui existe. En 2019, quand on l'avait fait, on était à 85. En 2020, on est passé à 87. Et donc, c'est quelque chose que l'on pousse de façon régulière. Le chiffre que nous avons, nous, en ce moment, donc, en France, de parité homme-femme, est donc de 65-35. Bien entendu, quand vous dites ça, ce n'est pas 50-50, ce qui représenterait normalement le chiffre de la population française. En même temps, on a une forte population de développeurs, et les développeurs sont des personnes où pour le moment, malheureusement, il y a une grande majorité d'hommes qui populent cette fonction. Aujourd'hui, nous, on a plus de 20% de nos développeurs qui sont des femmes et qui sont donc des personnes, et on est au-dessus du ratio des autres sociétés avec lesquelles nous travaillons. Pour nous, la partie homme-femme, c'est aussi les actions qu'on a proposées, c'est-à-dire
Qu'est-ce qu'on va proposer en cas de maternité? Qu'est-ce qu'on va proposer pour pouvoir se développer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, par exemple, sur tout ce qui est télétravail? Et c'est tout ce genre d'actions que l'on a menées, que l'on communique, et pour que on appelle ça l'employee value proposition, excusez-moi pour l'anglicisme, qui sont ce qu'on va pouvoir proposer pour que toute personne puisse se sentir à l'aise de travailler chez nous en étant soi. Merci Mathieu. Une question pour Corinne, justement, en communication interne. Quelles actions, quel plan de communication faites-vous pour justement avoir cette value? Je ne peux pas reprononcer, je n'ai pas l'accent anglais. Mais en fait, pour justement favoriser l'égalité homme-femme au sein de votre entreprise. Alors, chez Securitas, on a des métiers qui sont des métiers assez masculins, en fait. C'est un peu notre gros défaut pour le moment. On va le corriger, et on commence déjà à le corriger puisqu'on a déjà fait des progrès. Mais c'est vrai que sur des métiers de sécurité privée, on va d'abord attirer des hommes, et qu'aujourd'hui, dans nos métiers principaux, que sont les métiers de la surveillance humaine, nous avons 87% d'hommes contre 13% de femmes. Alors, par contre, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres métiers dans l'entreprise, comme l'accueil en entreprise, qui, elle, accueille, c'est une activité qui accueille 87% de femmes, contre 13% d'hommes. Donc, en fait, les métiers, par définition, attirent des hommes ou des femmes. Tout ça pour dire que dans l'entreprise, on essaye d'avancer sur ces sujets-là, et on essaye d'abord par le dialogue social. On essaie de signer un accord avec nos partenaires sociaux pour faire en sorte d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, et que justement les femmes puissent plus se retrouver dans des métiers qui seraient a priori masculins. Après, en termes de communication interne, nous, les vrais sujets de fond en termes d'inclusion économique, ce sont les sujets des compétences. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, parce qu'en fait, ce que l'on dit chez Securitas depuis longtemps, le groupe Securitas, c'est un groupe suédois qui est né en 1934. Et en fait, c'est un groupe qui a grandi d'abord en Suède avant de s'exporter dans d'autres pays. Et ce groupe-là a toujours eu un code des valeurs et de l'éthique qu'il a complété par une politique de diversité. Et cette politique dit bien que la diversité, c'est d'abord une question de compétences et d'expérience professionnelle. Et que l'égalité des chances, elle passe par là. Et donc, dans des métiers comme les métiers de Securitas, des métiers de surveillance humaine, de technique, d'opérateurs de télésurveillance, etc., ce sont des métiers où vous pouvez rentrer dans l'entreprise avec ou sans diplôme, parce que nous avons aussi la possibilité d'intégrer des personnes et de les former à nos métiers. Donc, du coup, en termes de communication interne et en termes d'engagement de nos salariés, nous prenons toujours d'abord la compétence avant de parler de l'origine ou du territoire. Merci Corinne. Vous parliez justement que vous avez une cinquantaine de métiers au sein de votre entreprise. Vous voulez donc permettre à vos collaborateurs et futurs collaborateurs de monter en compétences à travers, je crois, 150 centres de formation. Vous avez ? En France, nous avons 150 agences. Ce sont les agences où effectivement travaillent nos collaborateurs, et ce sont les agences dont dépendent nos clients. Nous avons 10 centres de formation. Et c'est dans ces 10 centres de formation que nos salariés intègrent l'entreprise et ensuite évoluent dans leur carrière professionnelle. Donc effectivement, il y a toujours l'idée de ramener un parcours chez le collaborateur, et on a beaucoup de nos collaborateurs qui évoluent dans l'entreprise, soit parce qu'ils changent de métier, soit parce qu'ils progressent dans leur métier initial. Et aujourd'hui, 57% de nos directeurs d'agence sont issus du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, issus du terrain? Ils ont commencé comme agents de sécurité et ils ont grandi avec leur agence, avec leurs clients. Et ils sont très souvent maintenant directeurs d'agence, un peu moins directeurs de région et pas du tout dans le comité de direction. Alors justement, comment en communication externe, pour le coup, favorisez-vous une bonne image de l'entreprise? Lancez-vous votre campagne de marque employeur? En fait, c'est cet aspect-là qui nous intéresse maintenant. Oui, effectivement, chez Securitas, notre communication externe se fait principalement auprès de notre cible de clients, et on est en B2B, donc à qui on s'adresse aux entreprises. Et il y a quelques années, en 2017, on a commencé à avoir des problèmes en termes de recrutement. Les recrutements ont commencé à se tendre. Nous, on est un très gros employeur dans le sens
où déjà on a 15 000 collaborateurs, mais tous les ans, on recrute 5 000 personnes, 3 000 personnes en CDI et 2 000 personnes en CDD. Donc forcément, on est en permanence en train de recruter. Et pendant très longtemps, on a recruté dans notre microcosme, donc avec des personnes qui étaient déjà dans ces métiers de la sécurité privée. Et puis il y a quelques années, on s'est dit, mais en fait, notre vraie difficulté, c'est qu'on n'est pas connu du grand public. On est très connu de nos cibles et de notre marché, mais dès qu'on s'adresse au grand public, on regarde les 3 points rouges que constituent le logo Securitas. Et très souvent, quand vous parlez à quelqu'un dans la rue ou dans votre famille, ou vous dites qu'est-ce qu'il y a derrière les 3 points rouges, et les personnes ne savent pas vous répondre. Et donc du coup, on s'est dit, on va lancer une marque employeur, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et la marque employeur, elle a cette vocation-là justement, d'aller expliquer qui nous sommes, comment nous travaillons auprès du grand public et d'une cible de candidats que l'on n'avait jamais identifiés et qui nous permettrait derrière de pouvoir avoir d'autres profils et de travailler plus l'inclusion. Je vous poserai la question après, comment vous faites concrètement, mais je vais rebondir auprès de Mathieu pour justement connaître comment vous activez votre marque employeur auprès du grand public. Alors, par grand public, déjà, il faut voir, nous, la population qu'on vise. La population qu'on vise, c'est des populations très ciblées d'un point de vue compétences. Et c'est aussi nos clients et les personnes en interne. Donc, nous, la marque employeur, c'est quelque chose que on est en train de lancer, c'est-à-dire qu'on est en train de s'approprier le sujet. Après, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On a lancé la première campagne de publicité justement ciblée pour pouvoir viser les populations qu'on veut recruter, donc plutôt des populations de développeurs ou des populations de vendeurs. On a aussi, nous, une communication qui passe énormément par l'activation du réseau interne. Et donc, on compte énormément sur nos salariés pour pouvoir poster, tweeter, retweeter, reposter les communications que nous faisons. Et quelque chose de très simple pour nous, Kiriba, par chance ou parce qu'on recrute des profils très différents, nous sommes arrivés à avoir aujourd'hui, en France, on a 22% des personnes qui travaillent chez nous qui nécessitent un permis de travail. En plus de ça, une des seules choses qu'on peut mesurer, c'est bien entendu où les gens sont nés. Et 40% de la population de Kiriba en France ne sont pas nés en France. Donc, nous, la chose la plus puissante qu'on a par rapport à cette communication, c'est tout ce qu'on appelle les programmes de cooptation. Et donc, en faisant de la cooptation sur une base qui est déjà très variée, en fait, ces gens démultiplient l'accès à un tas de populations, de personnes qui n'ont pas accès directement à nous, parce que Kiriba, on est un peu, peut-être encore, on a beaucoup moins connu que Securitas, qui pourtant aussi ont le B2B. Donc, ce qui nous permet, nous, de pouvoir adresser un maximum de personnes par l'intermédiaire de nos salariés qui deviennent nos ambassadeurs. Comme on a une variété à la base qui est très importante, variété de profils, de personnes, d'âge, de sexe et autres, ça nous permet d'avoir un reach, excusez-moi, je suis très, très anglophone aujourd'hui, qui nous permet d'attirer donc un maximum de personnes et de toucher surtout des populations qui, naturellement, ne seraient pas accessibles par Kiriba. Bien, je reviens vers vous, Corinne, pour que vous nous donniez des exemples très concrets de ce que vous faites pour votre campagne de marque employeur. Alors, je suis très d'accord avec Mathieu. Je pense que la réalité de nos métiers, elle se trouve chez nos collaborateurs. C'est eux qui produisent le service chez nos clients. Et ce sont eux qui sont les mieux placés pour devenir nos ambassadeurs en externe, mais ce sont eux aussi qui sont les mieux placés pour montrer ce qu'ils font en interne. Et donc, du coup, notre marque employeur, qu'on l'a lancée, la première version de notre marque employeur, qu'on l'a lancée en 2018, c'était de montrer à l'externe ce que l'interne faisait. Et donc, du coup, nous avons créé des vidéos, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi dans l'ère de l'image. Et donc, nous avons créé des vidéos avec nos collaborateurs pour commencer à montrer nos différents métiers. Donc, aujourd'hui, nous avons une 15aine de vidéos qui tournent
en interne, qui tournent sur nos réseaux sociaux, qui tournent sur nos sites internet. Et ces vidéos, elles sont là pour montrer nos collaborateurs. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on n'a jamais, à un moment donné, on m'a dit vous avez pris des comédiens. Non, on n'a jamais pris de comédiens. On a vraiment demandé à nos équipes si elles étaient partantes pour participer. Alors elles sont allées dans un studio, elles ont tourné de face caméra, et elles ont expliqué leur métier. Et donc ça, c'était en 2018. On a lancé une première série de vidéos qui a très très bien marché, qui a commencé à montrer la diversité de nos métiers. Parce qu'effectivement, Securitas, ce n'est pas juste des agents de sécurité. Il y a, comme vous le disiez, 50 métiers différents dans l'entreprise. Donc, c'était aussi important de montrer ces métiers. Et en plus, on a des nouveaux métiers qui arrivent autour de la technologie, autour de l'informatique, des techniciens, etc. Donc, on voulait aussi montrer ce nouvel aspect de l'entreprise. Et donc, on a commencé à faire ces vidéos. Et je suis plutôt ravie de vous annoncer que la saison 2 de notre marque employeur vient de s'ouvrir. Et si vous allez sur notre chaîne Securitas France sur YouTube, vous verrez nos nouvelles vidéos qui sont sorties en septembre. Et ces vidéos, d'ailleurs, j'ai amené le petit flyer que vous retrouverez sur la table. Nous sommes dans le mini-forum toute la journée avec des chargés de recrutement qui sont là pour aussi expliquer nos métiers. Et donc, j'espère qu'on voit à la caméra que, en fait, voilà, vous avez la saison 2 sous les yeux. Merci la régie. Et donc, vous voyez Amine, Didier, Laure, Héloïse, Delphine, Antoine et Dialige, qui sont des salariés de Securitas et qui chacun explique ce qu'ils font chez Securitas. Je m'adresse au DRH maintenant. En interne, est-ce que vous mettez en place des groupes de travail sur la question de la diversité, des référents diversité? Est-ce que vous avez des indicateurs de mesure? Alors, évidemment, c'est une excellente question parce que c'est la partie clé, en fait, de tout le programme. Les populations avec lesquelles on travaille sont des populations qui sont de plus en plus demandeuses de pouvoir participer et dire. Quand on parle de diversité, d'inclusion, c'est en fait comment est-ce que les salariés vivent leur identité au sein d'une entreprise. Donc, naturellement, il faut comprendre ce que c'est. Et pour ça, ça veut dire qu'on met effectivement en place, on a des... Je vais encore vous faire un anglicisme. Une pulse survey, donc c'est-à-dire une enquête de satisfaction interne de façon très régulière pour savoir comment les gens se positionnent sur des questions très simples que l'on pose de façon régulière et qu'ensuite on va animer pour pouvoir comprendre, essayer d'agir sur ce qu'ils attendent, ce qu'ils peuvent faire et aussi comment est-ce qu'ils veulent contribuer à cette chose-là. Donc c'est une première partie de mesure. Évidemment, quand on parle de diversité et d'inclusion, la mesure est aussi quelque chose d'hyper important parce que vous ne pouvez agir que sur ce sur que vous mesurez. Et la problématique que nous avons dans différents pays, par exemple aux États-Unis, vous pouvez déclarer votre race en le faisant votre ethnie. Quand vous le faites, malheureusement, c'est une proposition, vous n'êtes pas obligé. Donc, par exemple, chez Kiriba, on a 300 salariés aux États-Unis et il n'y en a que 70% qui ont déclaré leur race, qui donc peut être aussi un peu compliqué. Au UK, c'est tout récent. Vous êtes maintenant dans une obligation de devoir vous positionner d'un point de vue... ce genre de choses, c'est très important. Donc, pour le moment, nos façons de mesurer, je vous ai donné quelques chiffres sur hommes-femmes, je vous ai donné quelques chiffres sur la provenance des personnes, c'est la seule chose qu'on peut savoir. Et puis après, il ne reste plus que ces enquêtes de satisfaction qui permettent de mesurer et d'animer nos réflexions. Pour après, ensuite, faire participer les gens. C'est vraiment la culture du bottom-up, c'est-à-dire qui part du bas et qui va vers le haut, et non plus le classique de « on a réfléchi en tant que comité de direction et voilà ce qu'on vous propose ». Ce qui est intéressant ou important pour la stratégie ou les côtés grandes lignes. Après, comment les gens vont se l'approprier, c'est là-dessus qu'il faut absolument rentrer dans un échange pas quotidien, mais régulier avec les personnes pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'elles veulent vivre leur identité au sein d'une entreprise. Kiriba, bien entendu, dans notre cas. Merci pour ce partage d'expérience. Je vais vous poser encore une question à vous deux et après je laisserai la parole à la salle si vous souhaitez poser des questions. Alors pour vous, le fait de participer au sommet de l'inclusion, en quoi cela participe aussi à votre stratégie de communication ? La même question pour vous deux, qui veut commencer ?
C'est dans la continuité de notre marque employeur, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était visible de nos candidats potentiels à travers les expériences de nos salariés. Aujourd'hui, ce sommet, ça nous donne, en étant partenaire de ce sommet, ça nous donne une opportunité de montrer qui est Securitas à un plus large public. Et donc, quand j'ai rencontré Saïd, c'était comme une évidence à écouter son discours, de se dire, mais on doit participer à ce mouvement. Et c'était ça l'accroche à l'époque. Hein. On était avant l'été. Et l'accroche, c'était rejoindre le mouvement. Et c'est une réalité de terrain. Encore une fois, chez Securitas, nos métiers de terrain sont les métiers qui permettent cette inclusion de façon incroyable. Et du coup, il y avait comme une évidence de participer à cet événement. Maintenant, ce n'est que le début, ça dure une journée, alors que notre vie dans l'entreprise, c'est tout le temps. À nous de continuer à progresser, le dialogue social est là pour ça, les accords d'entreprise sont là pour ça, mais je pense que c'est avant tout une question de responsabilité sociétale, et que ce sont aux entreprises, aux dirigeants des entreprises, de se donner les moyens d'ouvrir leur entreprise à des profils auxquels ils ne pensaient pas auparavant. Et elle est là, l'inclusion. Elle est comment on arrive à faire du plus grand nombre la réalité de notre complémentarité. Bah évidemment, tout pareil. Hein. Non, mais plus que ça, pour nous, chez Kiriba, bien entendu, c'était très important de participer à ce sommet parce qu'il venait exactement à un moment de maturité pour nous sur comment est-ce qu'on vit notre diversité et inclusion chez Kiriba et à quel moment on a envie de le dire au reste du monde, ou au moins des personnes qui sont ici. Et c'était quelque chose de très important parce qu'on est une entreprise diverse. C'est une chance. Il faut qu'on le cultive, il faut qu'on continue à avancer. Il faut qu'on le dise et qu'on le fasse fonctionner. Une des choses qui m'a surpris le plus, c'est qu'on a fait plusieurs ateliers de travail, on a participé à différentes choses grâce à Mosaïque, grâce à EPOCA, qui anime aussi ce sommet. Et en rencontrant des gens, on a découvert des personnes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont venus « Ah, mais je connais quelqu'un qui est étudiant, il est sur un visa étudiant étranger, il termine ses études, il va devoir repartir. Est-ce que vous, Kiriba, vous pouvez faire quelque chose ?» Et nous, on le fait naturellement. Ça ne fait même pas partie de notre réflexion de on prend ou on ne prend pas. C'est tu as les compétences, bah, tu viens chez nous. Et donc, on a abreuvé nos CV. Aujourd'hui, on participe, nous aussi. On espère recevoir plein de personnes à notre stand pour qu'on puisse discuter de qui on est, ce qu'on fait pour pouvoir recruter. Donc, nous, c'était vraiment le bon moment. Et aussi, bien entendu, de façon beaucoup plus globale, en tant que société, on fait partie de l'entité du pays. Vous avez mentionné les chiffres au début par rapport à comment est-ce que ça peut aider la société à avancer. Et donc, nous, en tant qu'entreprise, on est très fiers de pouvoir participer à ce sommet, surtout que c'est le premier, et on espère en avoir plein d'autres. Nous l'espérons tous. Maintenant, la salle a la parole. Souhaitez-vous poser des questions? Des micros circulent. Ce que je propose aussi, c'est qu'on engrange plusieurs questions à la fois pour aller plus vite. Nous vous écoutons. Bonjour. Une question à tous les deux. Est-ce qu'il vous reste encore des challenges à relever, des problématiques sur votre marque employeur à dépasser? Plein. Il y a des challenges, il y en aura tout le temps. Parce qu'il faut intégrer les jeunes, parce qu'il faut continuer à faire travailler les seniors, parce qu'on n'a pas assez de personnes en situation de handicap, malgré la loi, parce que l'égalité homme-femme, on n'y est pas encore. Donc on est partie prenante, on a envie d'y aller parce que ça fait partie de notre ADN. Mais on a beaucoup de chemin devant nous, de route à faire.
Mais je suis d'accord avec Mathieu, le mouvement est là. Il y a une jeunesse qui nous pousse sur ces sujets-là, qui est beaucoup plus à l'aise avec ces sujets-là aujourd'hui qu'on l'était peut-être à une certaine époque. Et donc, du coup, ça nous ouvre des opportunités incroyables. Et c'est à nous d'ouvrir les entreprises pour que derrière, ça fonctionne ensemble. Parce que je suis assez d'accord sur l'idée de dire que la diversité, elle doit participer à ce que chacun apporte à l'ensemble. Et je pense qu'on a tous des origines, qu'elles soient culturelles ou sociales, différentes. Mais peu importe nos origines, l'intérêt de tout ça, c'est comment on travaille ensemble et comment nous, avec notre vision des choses, on arrive à améliorer nos services, nos entreprises et à faire du collectif un succès de chacun. Je suis bien entendu encore une fois d'accord avec ce que vient de dire Corinne. Mais plus que ça, je vais vous dire une chose. Si je vous dis Kiriba, ça vous fait penser à quoi? Pas grand-chose. J'ai encore beaucoup de boulot alors sur la marque employeur, de telle manière à ce que la prochaine fois, quand on se verra, quand vous entendrez Kiriba, vous me direz « Ah oui, la boîte qui est comme ci, qui est comme ça et qui fait ça ». Et là, je serai vraiment, vraiment très content. D'autres questions de la salle? Bonjour. Pardon. Bonjour. Moi... J'aime bien, là, on m'a laissé y aller tout seul, hein, vous avez vu, c'est bien. Non, c'est effectivement un changement de terminologie qui est en fait récent. Puisqu'au début, on parlait de discrimination positive, quand on parlait aux États-Unis, et maintenant, on parle d'inclusion. Donc, normalement, ça devrait être la même chose avec une terminologie différente. Bien entendu, quand on parle de discrimination positive, il y a le terme discrimination, donc tout de suite, c'est quand même très négatif. En entreprise, à un moment ou à un autre, c'est les compétences qui vont valoir. Et donc la capacité aux personnes de fonctionner. Donc ça ne peut pas être une discrimination positive. Ça ne peut être que inclusif. Et donc oui, il y a toujours... Mais c'est plus une terminologie en fait de deux concepts qui datent de pas la même année. La discrimination positive, c'était ce qui existait aux États-Unis avec les quotas, par exemple, qui sont existés pendant très longtemps. C'est ce qu'on a vu aussi avec Sciences Po, qui a lancé des places, entre guillemets, spécifiques pour des populations. Je pense que c'est évidemment beaucoup plus sur la partie recrutement inclusif. Quand on en arrivera à parler que de recrutement inclusif, je pense que ça sera une grande victoire. Je pense que du coup, en termes de communication, effectivement, on a vu différents termes arriver dans le monde de l'entreprise. Et un des derniers termes, avant celui qu'on a aujourd'hui, qui est celui de l'inclusion, c'était l'intégration. Et l'intégration, c'était chacun arrivait avec ce qu'il avait et ce qu'il savait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inclusion, et chacun avait sa partie. Alors que je pense que l'inclusion, c'est plus large que ça, c'est-à-dire que chacun arrive dans l'entreprise avec ce qu'il est, sa compétence, son expérience. Mais en fait, l'objectif de l'inclusion, c'est que l'entreprise forme un tout et qu'on n'ait pas des différences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'ait pas des différences à certains endroits, mais qu'au contraire, on travaille collectivement ensemble. Et je pense que la force de l'inclusion, c'est ça. C'est de faire un tout, un ensemble, avec chacun ses savoir-faire, mais on est ensemble dans la même entreprise ou dans la même société. C'est ça, je pense que c'est ça l'évolution aujourd'hui. Une autre question, prenez le micro parce que c'est enregistré pour les personnes qui sont en visio. Merci. Bonjour, je suis Constance Jublé, je suis directrice communication du groupe WeCare. Le groupe WeCare, c'est un groupe qui rassemble une dizaine de marques qui font du service à la personne, dont la plus connue est O2 par exemple. Et moi, c'est plutôt une réflexion, discussion avec vous. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce qu'on fait ici, Sommet de l'inclusion économique, c'est qu'en fait l'entreprise elle a un vrai rôle dans la société pour faire aussi bouger la société. On l'a vu. Par exemple, si on prend l'exemple de l'informatique, ça a commencé en entreprise pour après ça venir dans les familles, etc. Et là, nous, par exemple, chez WeCare, on a une logique B2C, on va dans les familles, on va chez les gens. Et en fait, on apporte cette inclusion qui est aussi très forte et dans notre ADN et qui fait... en fait, on ne peut pas imaginer autrement, en fait. C'est juste qu'on a été conçu comme ça. Et en fait, aller dans les familles et apporter cette inclusion que nous, on vit en entreprise et cette diversité dans les familles... je pense à la carte d'enfant, je pense à toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Et on a aussi cette responsabilité-là.
Je suis très d'accord avec vous et je pense qu'on le sait tous, nos entreprises, elles ont d'abord une responsabilité économique. Nous aussi, on a, comme vous, dans votre entreprise, ce qu'on appelle la raison d'être. Et chez Securitas, notre raison d'être, c'est d'aider nos clients à faire de leur environnement un lieu plus sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire participer à la sécurité des entreprises clientes, mais in fine de la société en général. Et donc, du coup, ces raisons d'être, ce sens de la mission, cette inclusion qui vient participer à tout ça, ça nous donne une force qui fait que les salariés sont très d'accord justement pour rejoindre nos entreprises, parce que du coup, à la fin, ça leur donne envie de se lever le matin, ça leur donne envie de s'engager, ça leur donne envie d'aider chez vous des personnes peut-être plus fragiles. Chez nous, ça leur donne envie de venir secourir des personnes qui ont besoin d'assistance ou de venir éteindre un feu qui commence dans une entreprise. Donc, toutes ces entreprises comme la vôtre et la mienne sont des entreprises ce qu'on appelle à mission. Et l'inclusion, elle commence là, quoi. C'est clair, vous avez raison. Juste une dernière question, parce qu'après, nous allons passer la parole aux deux intervenants pour qu'ils puissent conclure la table ronde. Au-delà des grands principes et des concepts, est-ce que vous avez des choses extrêmement précises, des trucs et astuces que vous pouvez nous partager qui fonctionnent dans la communication, le recrutement inclusif ? Énormément fonctionner avec tout ce qui est l'apprentissage et les stagiaires. Ne pas hésiter, je vous dis, nous on a eu plein de candidats qui sont venus, des étudiants qui étaient des étudiants étrangers, qui se retrouvaient dans une situation où ils avaient des portes qui se fermaient devant eux, simplement parce que les entreprises avaient peur de se retrouver à gérer une problématique de papier. Je peux vous assurer que c'est une fois que vous l'avez fait 2 ou 3 fois, vous comprenez comment ça fonctionne et après ça va. Ces personnes, après, vous pouvez les embaucher parce que ce sont des gens que vous avez formés et qui sont compétents. Une fois qu'ils ont été formés, vous les mettez à travailler autour de tout ce qui est la cooptation et ils vont vous conseiller des gens qui connaissent et qui font partie de leur réseau et vous allez avoir un effet démultiplicateur qui va changer le moule que vous pouvez avoir très classique de « je vais prendre cette formation parce que je la connais » ou « je vais prendre tel type de personnes parce que je les connais ». Et donc c'est par la multiplication des petits cercles que vous allez faire que vous allez avoir une démultiplication complète. Merci pour cette réponse. Je me permets de rebondir parce que les mots de conclusion ressemblent un peu à votre question, monsieur. Donc, du coup, je vais redonner la parole aux intervenants. Merci, le public, d'avoir posé la question. Il nous reste exactement 3 minutes pour cette table ronde. Alors, justement, pour conclure cette table ronde, je vais vous demander à chacun de nous donner 3 conseils clés, très concrets, justement, pour favoriser une communication qui promeut la diversité et l'inclusion économique. 3 conseils clés chacun. Alors, dans les 3 conseils clés, j'en ai un premier, c'est travailler avec vos DRH. Si vous êtes dans les métiers de communication, alors je le dis parce que je suis très à l'aise, Mathieu est là. Je pense que c'est un vrai levier pour justement commencer à montrer que l'on est d'accord sur ce que l'on fait en termes de communication, que ce soit en interne ou externe d'ailleurs, peu importe. Mais nous, chez Securitas, on le fait beaucoup. Notre direction des ressources humaines vient beaucoup nous voir parce qu'ils ont besoin de nos compétences de communication, ne serait-ce que parce que j'ai un community manager, ils ont besoin des réseaux sociaux pour leurs offres d'emploi, mais aussi pour montrer les métiers que nous faisons. En termes de communication interne, bien entendu, montrer les engagements des salariés, c'est une évidence, mais peut-être qu'on ne le fait pas assez et que du coup, il faut toujours mettre l'accent sur les parcours en entreprise. Et moi, je sais que j'aime beaucoup faire ça parce que justement, montrer qu'on peut rentrer dans l'entreprise sans diplôme, commencer à être formé, commencer à s'intégrer et ensuite prendre des fonctions managériales, c'est un formidable ascenseur social et qu'il faut toujours promouvoir en interne et bien sûr en externe. Vous voulez mes 3 conseils Bien sûr, il nous reste 1 minute 47, donc juste alors, 30 secondes pour les 2 et 3e conseils. Alors je vais très vite parce que je suis sûre que Mathieu a des conseils aussi. Le deuxième, c'est la transparence.
Quand vous êtes dans vos entreprises, soyez hyper transparent sur ce que vous faites et comment vous vous comportez. Vous pouvez très bien être qu'au début de l'histoire, mais c'est pas grave, vous le dites, vous l'annoncez et vous dites que ça vous intéresse et que vous voulez travailler ces sujets-là. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui arrive et qui était trompé par l'entreprise dans laquelle il rentre. Et d'ailleurs, c'est un échec assuré. Très souvent, le candidat part assez rapidement. Donc, soyez très transparent dans vos communications et dites clairement où vous en êtes, même si vous n'êtes pas parfait. Dans les entreprises, on ne le sera jamais. C'est pour ça qu'on continue à avancer sur nos sujets. Et le dernier sujet, c'est un sujet que je travaille depuis quelques années et qui vraiment nous fait beaucoup de bien, c'est le sujet des réseaux sociaux. Il faut que vous ayez des réseaux sociaux et il faut que vous vous en serviez pour montrer vos marques employeurs, pour vous montrer ce que vous faites avec vos salariés, pour montrer vos engagements en termes sociétals. Voilà. Vos réseaux sociaux seront des vecteurs de communication qui aujourd'hui vous ouvrent des horizons. Mathieu, quels sont vos 3 conseils clés? Le premier, mesurer. C'est-à-dire que comme vous savez mesurer quelque chose, vous pouvez mesurer les progrès que vous faites. C'est clé pour pouvoir réussir et embarquer les gens. Le deuxième, c'est impliquer les personnes de votre entreprise parce que ce sont eux qui vivent leur diversité et l'inclusion ou non de la société. Donc impliquez-les de la meilleure des manières en les questionnant et autres. Le troisième, qui est hyper important, assurez-vous que votre comité de direction, assurez-vous que leur ligne de management adhère complètement à ce que c'est que la diversité et l'inclusion. Que ce n'est pas juste pour rigoler, que ce n'est pas un nice to have, et qu'ils le vivent. Merci Corinne, merci Mathieu. Donc on retient 6 conseils clés. Travailler main dans la main entre DIRCOM et DRH. Attirer les talents en assurant une très bonne transparence. 3, activer les réseaux sociaux. 4, avoir des indicateurs de mesure. 5, avoir une démarche proactive de diversité au sein de l'entreprise. J'ai dit 5 ou 4 5. Et 6, mobiliser en interne du bottom-up, du terrain, jusqu'aux dirigeants. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Bonne journée. Merci.